Bonjour et bienvenue au premier balado de l'année 2021 et le quatrième de la série Mais pourquoi au fait? Donc une série qui s'articule autour du thème de la biodiversité. On introduit des sujets plus ou moins d'actualité et des pistes de solutions, je l'espère, des réflexions qui n'engagent que moi. Moi, c'est Vanessa Vieira, je suis biologiste et chargée de projet en environnement pour la firme Nordastello. Et la question du jour est pourquoi mesurer l'empreinte de biodiversité? Alors, premier balado de l'année 2021, avant toute chose, bonne année à vous tous. Au départ, j'avais conçu ce balado de façon très technique, à introduire les outils dont on disposait aujourd'hui un petit peu sur le marché afin de mesurer l'empreinte de biodiversité. Finalement, j'ai voulu aborder ça de façon beaucoup plus accessible, survoler certes oui ce dont on dispose, mais comment choisir. Et pour ça, je me suis dit on va tout simplement citer la vision de Nordastello, comment on s'est orienté parmi tout ce dédale d'outils qui sont disponibles. Parce que c'est ça. Pourquoi mesurer l'empreinte de biodiversité? L'adverbe interrogatif qui serait le plus approprié, c'est comment le mesurer. Parce que dans les précédents balados, on l'a quand même bien survolé, les enjeux, les incitatifs pour les institutions financières, pour les entreprises, sont bien présents et pesants afin d'inclure la biodiversité au cœur des décisions d'affaires. Et d'ailleurs, on voit qu'à l'instar des derniers mois, on a en ce début d'année un bouillonnement encore par rapport à la biodiversité. Comme le 11 janvier dernier se tenait le One Planet Summit, par exemple, qui s'est annoncé par lui-même, en tout cas comme une mobilisation politique sans précédent et inédite autour de la biodiversité. C'était le premier qui traitait exclusivement la biodiversité. Finalement, cet événement a été particulièrement critiqué pour son manque d'engagement et d'avancée, mais bon, il a entamé l'agenda politique sur la biodiversité et le 9 janvier aussi 2011 se tenait l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation, publiait sa première norme de biodiversité, son petit nom NFX 32001. C'est en fait une démarche de biodiversité pour les organisations et c'est une première brique qui est posée et symboliquement c'est quand même assez fort pour rendre les efforts des entreprises plus lisibles. Il y aura plusieurs autres briques dans les prochains mois, les prochaines années et on espère que ces normes vont naturellement traverser l'Atlantique et ça devrait être le cas d'ailleurs pour encadrer un peu plus la normalisation aussi et la réglementation au niveau du Québec. Donc on parle de plus en plus de biodiversité, c'est un thème qui est prioritaire, autant que le climat aujourd'hui. On sait 40% de l'économie mondiale repose sur des services qui sont gratuits. Ces écosystèmes qu'on considère malheureusement gratuits, mais il y a peu ou pas d'entreprises qui intègrent encore dans sa comptabilité pourtant ce capital naturel, alors même que la majorité de ces écosystèmes sont menacés. Donc, quand on regarde cette équation, il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, si les enjeux autour de la biodiversité sont considérés sérieusement aujourd'hui, eh bien, le sujet peine encore à faire son chemin et à s'instaurer au cœur des entreprises, et ça se comprend facilement. Parce que d'une part, on a un manque de volonté politique, un manque d'encadrement légal pour agir de façon volontaire, et je l'introduisais au tout début, l'entreprise peut vite se perdre, se noyer même dans la pluie d'outils qui est aujourd'hui dédiée à l'intégration de la biodiversité. Ça facilite absolument pas la sensibilisation et la volonté d'agir en fait des entreprises. Comme on a un nombre et une hétérogénéité hallucinante d'outils, c'est un facteur rédhibitoire qui limite en plus leur visibilité à ces outils. Ces outils, c'est quoi? C'est généralement des indicateurs. Un indicateur va permettre de suivre et de gérer aussi les progrès que va faire une entreprise, par exemple, vis-à-vis de la biodiversité. Et en regardant ça encore aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on n'a pas moins d'une douzaine d'outils de mesure d'empreinte.
Alors je les mettrai en lien avec ce balado, je peux en citer quelques-uns, le Life Index, Natural Capital Impact, Bioscope, Globio, Biodiversity Footprint Financial Institution. Comme je vous dis, on a une effervescence incroyable d'outils et quand on s'y connaît moindrement, c'est difficile de s'y retrouver. Alors je n'ose pas imaginer pour la personne plus ou moins néophyte qui veut tout simplement se dire « Ok, moi j'ai envie d'un indicateur fiable et comparable ». Et c'est d'ailleurs les qualités qui sont requises pour un tel outil de mesure. On veut une certaine, qu'il soit bien entendu centré sur la biodiversité. On veut qu'il soit basé sur des données disponibles, et ça c'est un gros enjeu. On veut qu'il soit global, c'est-à-dire qu'il couvre toutes les activités de l'entreprise, depuis l'achat à la vente. Qu'il soit transparent, qu'il soit compréhensible, aisé à calculer. Par exemple avec une métrique unique, encore une fois, et comparable. Et qu'il soit réactif, c'est-à-dire qu'on puisse suivre l'évolution et les efforts qui ont été accomplis par l'entreprise. C'est pas évident, encore une fois. C'est simple et pas simple. On veut quelque chose de simple, mais c'est pas simple d'y arriver. Et un des gros enjeux, je le disais par rapport aux critères attendus, c'est les données disponibles. À l'échelle, en plus, qui sont très contextuelles. Si on parle d'une politique nationale, si on parle dépendamment des cibles qui sont attendues, une petite entreprise, une petite papeterie versus une minière, on a beaucoup de contextes qui se greffent autour de ça. Il y a un partenariat sur les indicateurs de biodiversité qui a créé une plateforme. Là, encore une fois, je vais mettre le site référence. Ce partenariat, c'est une collaboration de 70 organisations au niveau mondial qui proposent finalement un peu de s'y retrouver. C'est quoi le ou les indicateurs les plus appropriés? Je vais un petit peu naviguer là-dedans. Là, encore une fois, je ne trouve pas ça le plus évident, mais quand on commence à se familiariser avec les outils, on commence à avoir des pistes de solutions. Il existe aussi l'application GoBiodiv+, qui est un arbre décisionnel là, aussi, qui nous permet de savoir quel indicateur est le plus pertinent. Et comme je disais, Nanda Stello, à travers tout ça, s'est penché aussi, a réfléchi à la lumière de toutes ses recherches, de ses analyses et surtout de sa propre compréhension sur les enjeux au niveau de la biodiversité, s'est penché sur un indicateur que je n'ai pas encore cité jusqu'à maintenant et qui pour nous s'avère vraiment le plus adéquat, le plus approprié, c'est le Global Biodiversity Score, le GBS. Ça, a été élaboré à peu près il y a 4 ans par CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts de France. Et ils ont monté un outil qui couvre toutes ces qualités qui sont nécessaires et qui permettent avec une métrique, le MSA, là, inspiré du Globio. Le MSA, c'est pour Mean Species Abundance. En gros, elle va décrire l'intégrité d'un système ou décrire la perte de biodiversité de ce système. Le MSA se chiffre entre 0 et 100. Imaginez que 0, c'est vraiment vide de vie, c'est un stationnement de béton, et 100, une forêt vierge. Et elle incorpore donc avec des données financières, des données qui viennent de l'entreprise. C'est assez simple d'utilisation, mais très vite, on a une image et surtout, elle évolue, elle est capable d'évoluer cette image au fur et à mesure où on met du gras autour finalement de l'os. Je vous invite à aller lire sur ces indicateurs. Et Nanda Stello, pour pouvoir mettre son grain de sel, a d'ailleurs rejoint le club B4B+, ça c'est Business for Positive Biodiversity, qui là aussi été créé par CDC Biodiversité depuis donc toute l'année 2021, afin de participer à cette approche collective et participative pour monter et créer une méthode qui va être adaptée vraiment aux besoins des entreprises et des institutions financières. Donc c'est vraiment expérimenter le GBS de façon très appliquée par les membres de ce club. Là encore une fois, je vais mettre toutes les références. Donc pour conclure, je ne pouvais pas en quelques minutes
survoler et aller beaucoup plus profond, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et allez investiguer les différentes choses et renseignez-vous auprès des experts pour un peu mieux comprendre ce qui serait applicable, par exemple, à votre entreprise. Mais pour conclure, un indicateur, on l'a dit, hein, il n'y en a pas d'indicateur parfait. D'ailleurs, le GBS ne se prétend pas du tout non plus être parfait. Il est, par exemple, en amélioration continue, permanente. Et c'est ça, un indicateur n'aura jamais une image entière et complète de la situation. Par contre, il est important aussi de faire une interprétation rigoureuse. Son interprétation est critique. Donc on ne peut pas vraiment s'improviser non plus expert du jour au lendemain par rapport à ça, parce que pour aller cibler ensuite, instaurer les mesures d'atténuation les plus pertinentes afin de diminuer vraiment son impact par rapport aux pressions qu'on exerce sur la biodiversité, c'est important de s'équiper des meilleurs experts. À ce sujet, les mesures d'atténuation, j'y reviendrai et ce sera l'objet du prochain balado sur les solutions basées sur la nature qui sont vraiment des options très prometteuses et à l'échelle mondiale. Donc il faut être prudent. Il y a aussi une limitation majeure dans l'utilisation de ces indicateurs. Je l'ai dit de façon implicite, c'est avoir une standardisation. On veut être les plus nombreux à utiliser, le plus grand nombre à utiliser un seul indicateur. Donc je vous dis à bientôt et amicalement vôtre.